Bonjour et bienvenue parmi nous. Si tu es là, c'est que tu te poses la question, pourquoi est-ce que je ne perds pas de poids? Eh bien, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait que tu ne perds pas de poids. Peut-être que tu as essayé plusieurs régimes, peut-être que ça fait longtemps que tu essayes de perdre du poids, des semaines, des mois, des années, et que tu vois que rien ne change et que tu commences à te poser la question, mais mince, mais qu'est-ce qui bloque chez moi? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il y a des tonnes de choses qu'on ne nous dit pas sur la perte de poids, beaucoup de paramètres sur lesquels on n'agit pas, tout simplement parce que personne ne nous dit qu'il faut agir dessus. Et ça a été mon histoire de comprendre aussi que la perte de poids n'était pas ce qu'on m'avait toujours enseigné, le fait qu'il fallait manger moins, bouger plus et qu'avec ça, on allait perdre du poids forcément. Et bien, quand moi, j'ai voulu perdre du poids, j'ai essayé cette technique et très franchement, ça n'a pas marché. Et c'est bien après, par mes études, mais aussi par mon expérience, que j'ai réalisé tous les aspects qu'il y avait dans la perte de poids et que parfois il y avait des blocages qui étaient très difficiles à déceler parce que pour trouver les bonnes personnes qui avaient les bonnes informations, eh bien, c'était pas si facile que ça. Et une fois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui se faisait par rapport à la perte de poids, eh bien, j'ai enfin compris quel était le processus qu'il fallait appliquer pour perdre du poids. Et franchement, ça me met en colère de savoir qu'il y a encore des personnes qui essayent de perdre du poids de la mauvaise manière et qui culpabilisent parce qu'elles n'y arrivent pas, qui se sentent moins bien dans leur peau parce qu'elles ont eu plusieurs échecs successifs, que ça altère leur confiance en elles, leur estime d'elles, alors que tout simplement, elles n'ont pas les bons outils pour leur perte de poids. C'est un petit peu comme si on essayait de faire du bricolage avec les mauvais outils et que la personne, eh bien, elle culpabilisait parce qu'elle n'arrivait pas à monter sa porte ou à réparer sa lampe, alors que tout simplement, depuis des années, elle n'a pas le bon outil entre les mains parce qu'on ne lui a jamais donné le bon outil, ou même on ne lui a jamais fait comprendre qu'en fait, il pouvait exister un autre outil et même d'autres outils. Et c'est un petit peu comme ça que je vois la perte de poids de nos jours. On nous donne qu'un seul outil qui est manger moins et bouger plus pour perdre du poids, quelle que soit la personne, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses habitudes de vie, on lui donne le même outil. En fait, on est en échec parce que on n'a pas compris qu'il fallait d'autres outils, peut-être même une panoplie d'autres outils en fonction de qui on est, en fonction de notre histoire, en fonction de notre métabolisme, et qu'il fallait juste utiliser le bon outil au bon moment. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que le corps ne se remodèle pas, qu'on ne retrouve pas la silhouette qu'on veut retrouver. Donc, dans cette vidéo, je voudrais te livrer ces différents outils qui sont à ta disposition pour débloquer ta perte de poids. Allez, on démarre ensemble. Mets-toi dans un endroit tranquille et prépare-toi à découvrir des choses que tu n'as jamais peut-être entendues. Alors déjà, un petit point sur les différents régimes qui peuvent exister. Tu en as certainement déjà entendu parler. Le régime Dukan, le régime Cohen, le régime White Watcher, le régime Comme J'aime, Atkins, Herbalife, Montignac, Eatworks, etc., etc. Alors, ces différents régimes, pourquoi est-ce qu'on va vers eux? On va vers eux parce qu'ils ont un petit côté motivant, car ils nous garantissent des résultats rapides et visibles. Enfin, visibles rapidement, en tout cas. La plupart de ces régimes, ils ont le vent en poupe, les gens vont vers eux, parce que souvent, en très peu de temps, il y a beaucoup de poids qui est perdu, ou en tout cas, il y a du poids qui est perdu chez certaines personnes, en tout cas. Et du coup, on se dit, bah, c'est génial, ça marche. Allez, je fais ça 3 semaines et je perds le poids que je veux perdre. Du coup, allez, je me mets un objectif sur 3 semaines. Je respecte tout bien pendant 3 semaines. Et après, c'est fini. Encore un petit mois pour faire attention. Et ça y est, d'ici Noël, j'ai retrouvé ma silhouette. Et c'est ce qu'on se dit quand on va vers ces régimes. Sauf que parfois, alors parfois ça marche. Parfois, en effet, on a perdu le poids qu'on voulait en 1 mois ou 2. Sauf qu'on s'aperçoit que bien, on le reprend après. Soit carrément, ça ne marche pas, simplement. Et donc, du coup, on va faire plusieurs régimes. On va enchaîner les régimes et on en parlera d'ailleurs juste après. Donc, ils ont un petit côté motivant parce qu'ils nous offrent quelquefois des résultats rapides. Ils présentent aussi un cadre sécurisant. Les régimes nous disent qu'est-ce qu'il faut manger, quand, en quelle quantité. Donc, du coup, ça a un côté rassurant. Pour une personne qui ne sait pas trop comment s'y prendre pour perdre du poids, eh bien, d'avoir des instructions très claires, très carrées, eh bien, ça va avoir un côté rassurant. Si je fais tout bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
De plus, ils sont assez célèbres, hein. On a tous entendu parler du nom de ces régimes, donc ils ont une certaine notoriété qui nous donne l'impression que c'est des choses qui roulent depuis des années et du coup, on ne s'engage pas dans quelque chose de nouveau ou d'inconnu. Donc ça, ce sont les avantages. Par contre, ils présentent aussi des inconvénients. L'effet yo-yo, c'est, comme tu le sais, l'effet qui fait que quand on arrête le régime, on reprend du poids. Et ces régimes sont vraiment très connus aussi pour produire un effet yo-yo. Et je t'expliquerai dans quelques diapos scientifiquement pourquoi en fait il y a un effet yo-yo. On pense souvent dans l'inconscient collectif que l'effet yo-yo, c'est le relâchement psychologique lié à l'arrêt du régime qui fait qu'on mange n'importe comment. Alors que c'est pas du tout ça. L'effet yo-yo a une vraie explication scientifique que je vais te livrer juste après. Les régimes aussi provoquent des risques pour la santé. C'est un rapport de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation qui le dit. Je t'en parlerai aussi après. Ils présentent des risques parce que la plupart des régimes ne couvrent pas l'ensemble des besoins nutritionnels que nous avons. Certains provoquent des excès dans certains nutriments qui peuvent être nocifs pour le corps et d'autres provoquent aussi des carences. Donc, ils présentent un risque pour la santé et ils sont d'ailleurs déconseillés, je te disais, par l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation. Ces régimes sont infantilisants dans le sens où, comme ils nous donnent un cadre très strict à appliquer bêtement, j'ai envie de dire, eh bien, ils ne nous amènent pas vers la maturité. Ils nous considèrent un peu comme des enfants à qui il faudrait dire quoi manger et quand. Alors que nous sommes des adultes et en tant qu'adultes, nous devons avoir la capacité de choisir qu'est-ce que nous mangeons, en quelle quantité, à quel moment, tout en prenant soin de notre corps. C'est un petit peu le côté négatif de ces régimes, ils ne nous amènent pas à une éducation en termes d'alimentation et même en termes de perte de poids. C'est ce qui fait que si on reprend du poids après le régime, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retourner vers le régime pour avoir de nouveau des instructions claires. Et par ce côté-là, ils sont infantilisants. Ils nous considèrent plus comme des enfants que comme des adultes. Enfin, dernier inconvénient que je vais citer des régimes, c'est qu'ils provoquent souvent des privations. Il y a des aliments qui sont interdits, et donc plus un aliment va être interdit, plus on va en avoir envie. Ça va causer des privations dans notre cerveau et ça peut nous amener à des compulsions alimentaires. De plus, quand un cerveau subit ce type de privation sur le long terme, régulièrement sur le long terme, eh bien, il peut y avoir un dérèglement de la chimie de notre cerveau qui va nous amener à des troubles du comportement alimentaire. Ainsi, sur le long terme, les régimes sont nocifs aussi pour notre santé mentale. Alors, d'après toi, combien de régimes font les femmes en moyenne dans leur vie? La réponse, c'est 4. En moyenne, une femme fera 4 régimes dans sa vie. Donc, quand je te disais que le côté infantilisant des régimes, eh ben c'est ça, c'est je fais un régime, ça marche, puis après je reprends du poids, ben, je vais me retourner vers le même régime ou un autre régime. Et donc, du coup, ils nous maintiennent dans cette dynamique-là et on en fait en moyenne 4 dans notre vie. L'effet yo-yo aussi qui caractérise ces régimes, qui fait qu'on reprend du poids à l'arrêt du régime, je vais t'expliquer scientifiquement pourquoi, ben, sont aussi à l'origine de ça. Et en fait, il y a 30% des femmes qui vont même faire jusqu'à 5 régimes dans leur vie et 10% qui vont en faire jusqu'à 9. Donc, le régime, c'est une forme de cercle vicieux dans lequel on entre et dont on a du mal à sortir. Donc, je te parlais du rapport de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui en 2010 a étudié les différents régimes sur le marché, en tout cas une grande majorité des régimes sur le marché, pour conclure qu'ils présentaient des risques pour la santé, qu'ils présentaient un risque aussi pour la santé mentale, car il a été conclu qu'ils diminuaient la confiance en elles et l'estime des personnes qui le suivaient. Et comme je te l'ai expliqué, certains provoquent un excès d'apport en protéines qui peut être nocif pour les reins et d'autres produisent des carences en différents types de minéraux. Donc, l'ANSES a conclu qu'il y avait des risques en lien avec ces régimes et qu'il fallait donc faire très attention. Alors, qui je suis pour parler de ça? Parce que maintenant, je vais t'expliquer comment faire pour sortir de ce cercle vicieux des régimes, trouver une alternative qui fonctionne, qui te donne les résultats que tu veux.
Mais avant de te présenter ça, je vais t'expliquer qui je suis pour te dire tout ça. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans, j'habite à Lyon. Bientôt, j'habiterai en Bretagne. Mon mari est breton. Donc, il a commencé à me contaminer avec la culture bretonne, mais nous allons bientôt habiter en Bretagne et je sens que je vais bientôt devenir bretonne de cœur. Je suis passionnée par la santé et les relations. Depuis toute petite, je m'intéresse à la notion de santé et j'aime les relations profondes, sincères, authentiques. Je déteste les relations superficielles. J'ai été pharmacienne pendant plusieurs années jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ce que j'avais vraiment à cœur, c'était d'offrir la possibilité aux femmes de recevoir ce que moi, je n'avais pas reçu quand je me questionnais sur mon poids et mon rapport au corps. Et donc, du coup, d'accompagner les femmes pour être bien dans leur tête et bien dans leur corps au cours de leur démarche de perte de poids et d'avoir une perte de poids qui soit durable et efficace. Pour ça, j'ai fait une formation de nutrithérapeute et je suis diplômée en plantes et en huiles essentielles. Donc, j'aime bien tout ce qui est santé alternative, comme tu peux t'en douter. Je suis coach, c'est-à-dire que j'ai suivi aussi une formation pour accompagner les femmes dans une démarche de changement. Et enfin, et après j'arrête de parler de moi, je suis l'auteur du petit manuel de diététique spirituelle sorti aux éditions Première Partie, qui est un petit livre qui met en lien la spiritualité et l'alimentation. Donc, étant chrétienne, je l'ai écrit majoritairement à destination des personnes qui ont une foi chrétienne, une foi en Jésus, et qui désirent faire un parallèle entre leur vie de foi et leur alimentation. Mais il s'adresse à quiconque aurait envie de s'intéresser à la foi chrétienne et à l'alimentation, au rapport entre le corps et l'esprit. Voilà, j'arrête de parler de moi. Maintenant, on va parler de toi et de ta perte de poids. Alors, j'ai envie de t'expliquer pourquoi les régimes classiques ne marchent pas. Ou plus généralement, pourquoi manger moins et bouger plus, ça ne favorise pas une perte de poids durable. Donc, le premier élément, c'est de comparer qu'est-ce qu'on veut perdre et qu'est-ce qu'on perd véritablement pendant les régimes. Donc, pour ça, je vais t'expliquer ce qu'est la masse grasse et la masse maigre. Peut-être que tu le sais déjà. Notre corps est constitué de masse grasse et de masse maigre. La masse grasse, c'est ce qu'on veut perdre. C'est les tissus adipeux, c'est la graisse. C'est ce dont on veut se débarrasser lors d'une perte de poids. La masse maigre, en revanche, ce sont les muscles, l'eau et les os de notre corps. La masse maigre, on ne veut pas s'en débarrasser, loin de là. Sauf que les études ont montré, et l'expérience aussi, que lorsqu'on adoptait un régime hypocalorique, c'est-à-dire lorsqu'on diminuait drastiquement le nombre de calories de notre alimentation, eh bien, ce qui allait se passer, c'est qu'on allait perdre de la masse maigre en priorité, donc de l'eau et des muscles. Donc, lorsqu'on fait un régime hypocalorique, on perd de la masse maigre. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que la masse maigre, donc l'eau, les protéines et les os, c'est cette masse qui brûle les calories de notre corps. Ainsi, si on a moins de masse maigre, on va brûler moins de calories. Donc en fait, quand on fait un régime hypocalorique, on mange moins, on baisse notre nombre de calories. Donc, on perd de la masse maigre. Donc, à l'arrêt du régime, lorsque l'on mange normalement, eh bien, vu qu'on a moins de masse maigre, on va brûler moins de calories. Donc, on va apporter autant de calories qu'avant le régime, mais on va en brûler moins. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va reprendre le poids qu'on a perdu, voire même en prendre plus. Voici l'explication scientifique de l'effet yo-yo. Comme je te disais, ce n'est pas un relâchement psychologique, c'est vraiment le corps qui reprend du poids parce qu'il a diminué sa masse maigre. Alors, pour pallier à cela, certains régimes sont hyper protéinés. En apportant plus de protéines, on se dit « Ah bah chouette, on va conserver la masse maigre ». Sauf que ça ne marche pas forcément. Il faut savoir que le corps ne stocke pas les protéines. Lorsqu'il en a trop, il les élimine. Une autre alternative, c'est de faire une activité physique, de pratiquer une activité physique pour se muscler et maintenir de la masse maigre. Alors oui, ça peut fonctionner en partie, mais les expériences et les études montrent que sur le long terme, l'effet yo-yo est quand même là. Deuxième raison pour laquelle les régimes classiques ne fonctionnent pas, c'est qu'ils ne font pas la différence entre les calories. Bien souvent, on entend, eh bien voilà, vu ton métabolisme, tu dois manger tant de calories. Si tu manges tant de calories, tu seras en déficit calorique. Si tu fais tant de sport, tu brûleras tant de calories. Et voilà, on fait les calculs, tu vas perdre du poids.
Sauf que ça marche pas comme ça, parce que toutes les calories ne se valent pas. Si par exemple, je prends une portion de chips et une portion de saumon à calories égales, eh bien, tu n'apporteras pas du tout les mêmes choses à ton corps. Dans les chips, il n'y a pas de nutriments, il n'y a quasiment que des graisses hydrogénées, donc des graisses qui vont potentiellement avoir un effet sur les artères. Il va y avoir beaucoup de sel et ainsi les calories vont apporter uniquement un petit peu d'énergie et encore, mais rien que le corps va pouvoir vraiment utiliser pour faire l'ensemble de ces réactions chimiques. En revanche, à calories égales, si tu prends du saumon, le saumon contient des oméga 3 qui sont extrêmement bons pour notre corps, qui ont un effet anti-inflammatoire, qui ont un très bon effet sur notre flore digestive. Il contient des protéines qui sont intéressantes aussi pour le fonctionnement de notre corps, le fonctionnement de notre cerveau. Il va contenir des bons acides gras autres que les oméga 3. Il va contenir des vitamines, des minéraux, du magnésium notamment, mais pas que. Mais en tout cas, un ensemble de macronutriments, donc glucides, lipides, protéines et micronutriments, vitamines, oligo-éléments, minéraux, qui seront bons pour le corps. Ainsi, ce n'est pas juste une question du nombre de calories, mais bien du type de calories que l'on apporte. Et ça, peu de régimes font la différence entre les bonnes calories et les mauvaises calories, même si je reconnais que ces dernières années, de plus en plus. Enfin, troisième raison qui font que les régimes ne marchent pas, c'est que les régimes, en fait, ils ne se personnalisent pas à nous. Ils présentent des règles diététiques qui sont applicables à toute personne qui va suivre le régime. Or, nous sommes tous différents, nous avons tous une histoire différente, nous avons tous un métabolisme différent, nous avons tous des blocages peut-être différents dans notre perte de poids. Et s'il n'y a pas de diagnostic de fait pour savoir comment notre corps fonctionne, où est-ce qu'il en est, quel est l'impact des hormones, quel est l'impact de sa flore digestive et toutes les choses que l'on va voir après, eh bien, ce ne sont pas des règles généralistes qui vont te permettre de perdre du poids. La seule chose qui peut te permettre de perdre du poids, c'est d'appliquer des habitudes alimentaires qui correspondent à toi, à ton corps, à ton cerveau, à ton métabolisme, à ton histoire. Donc, les régimes ne peuvent pas marcher tout simplement parce qu'ils s'adressent à une population générale et ne se personnalisent pas en fonction des individus. Par ailleurs, les régimes classiques ne prennent pas en compte d'autres aspects qui sont primordiaux dans la perte de poids. Par exemple, l'alimentation sociale. On ne peut pas imaginer que quand on fait un régime, on se coupe du monde. On se coupe du monde et on commence à plus manger avec personne, à ne plus avoir d'amis, à ne plus sortir. Comment on gère le régime lorsqu'on est avec des amis, avec d'autres? Est-ce que vraiment les régimes nous apprennent à gérer notre alimentation lorsqu'on est en société? Je ne crois pas. Ils ne nous apprennent pas non plus à gérer l'après-régime. Comment je fais une fois que le régime s'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je change mon alimentation? Si oui, comment je fais pour tenir sur le long terme? Les régimes aussi ne prennent pas en compte le comportement alimentaire dont on va beaucoup parler dans cette vidéo. Qu'est-ce qui m'amène à manger? Quelles sont les autres raisons que la faim qui m'amène à manger? Et comment je fais lorsque je ne me sens pas bien et que j'ai envie d'aller vers quelque chose de sucré, par exemple? Les régimes ne nous apprennent pas à gérer le stress, qui, nous allons le voir, a un impact extrêmement important sur la perte de poids. Là aussi, c'est scientifiquement prouvable. Je vais te le démontrer. Ils ne prennent pas en compte les kilos psychologiques, ça j'y reviendrai, mais il y a des kilos qui se sont installés suite à un événement dans notre vie. Et en fait, le départ de ces kilos est corrélé avec le fait d'être en paix avec cet événement. Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je l'ai vu avec une personne que j'accompagne. Et donc, du coup, je vais t'en parler après. Ils ne prennent pas non plus en compte nos croyances limitantes qui parfois limitent notre perte de poids et la confiance en nous. Le rapport dont je te parlais a même établi que ça qu'il diminuait la confiance en soi et l'estime de soi. Or, on n'a jamais autant besoin de confiance et d'estime que quand on a envie de perdre du poids et d'entamer une démarche de changement de son alimentation. Alors, moi, je te propose de parler des 3 C de la perte de poids et de voir dans chaque domaine qu'est-ce qui peut bloquer ta perte de poids. Donc, le premier C, c'est la connaissance nutritionnelle. Qu'est-ce qui, dans l'alimentation, peut bloquer ma perte de poids? Deuxième C, la connaissance de soi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore identifié dans mon fonctionnement qui peut bloquer ma perte de poids? Et le troisième C, c'est le coaching. Y a-t-il quelque chose qui bloque dans le fait d'atteindre un objectif? Plus généralement dans ma vie, est-ce que c'est difficile pour moi d'atteindre des
objectifs et du coup, la perte de poids n'est juste un objectif parmi d'autres que j'ai du mal à atteindre. Y a-t-il des choses qui me limitent dans ma dynamique de changement? C'est ça dont on va parler avec le coaching. Donc, premièrement, la connaissance nutritionnelle. Alors, il y a plusieurs éléments que tout le monde a déjà essayé. Il y a des choses que tout le monde a déjà essayées pour perdre du poids. Donc, je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que tu les connais déjà. Avoir une alimentation équilibrée, avoir une activité physique, avoir des quantités adaptées et avoir une alimentation de qualité. De plus en plus, on y vient de dire que ce n'est pas juste la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Mais ça, tu en as déjà entendu parler, donc je vais passer vite. Je vais plutôt te parler de ce que tu n'as pas entendu, de ce que tu n'as peut-être jamais entendu parler, ce dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans la perte de poids autres que les classiques. La notion d'inflammation, la notion de stress, la flore intestinale, les neuromédiateurs et l'insulinorésistance. Je vais essayer de t'expliquer ces différents paramètres et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ils sont tous liés et ils s'auto-entretiennent. Donc, c'est comme un cercle vicieux qui relie tous ces éléments et la seule manière de s'en débarrasser, c'est de couper le cercle vicieux et je vais t'expliquer après comment. Donc, l'inflammation. L'inflammation, qu'est-ce que c'est? Tu en as certainement déjà entendu parler, puisque quand on se tord la cheville, par exemple, eh bien, on a mal parce qu'on a une inflammation. Lorsqu'on a mal aux dents, on a mal parce qu'il y a une inflammation. Lorsqu'on a un rhume, une rhinite, qu'on a le nez qui coule, qu'on éternue, qu'on a le nez bouché et mal à la gorge, eh bien, tout ça, c'est un phénomène inflammatoire. Le virus inflamme notre sphère ORL et c'est ça qui fait qu'on a mal et qu'on a des symptômes. Donc, l'inflammation, tu la connais en fait. Mais là, je ne te parle pas de ce type d'inflammation. Je te parle d'une inflammation qu'on dit de bas grade. C'est une inflammation où il n'y a pas de symptômes vraiment physiques, vraiment clairs, mais par contre, elle est bel et bien présente et elle va avoir des conséquences. L'inflammation de bas grade, elle va libérer notamment une substance qui s'appelle la TNF-alpha. C'est une substance inflammatoire qui est libérée lors de l'inflammation. Et cette substance, en fait, elle va attaquer les muscles. Elle va attaquer les muscles pour libérer la carnitine, peu importe. Mais en tout cas, en attaquant les muscles, elle va diminuer la masse maigre. Et donc, le problème en diminuant la masse maigre, on l'a vu, c'est qu'on voulait moins de calories. Donc, ça allait favoriser la prise de poids. Lorsqu'on est inflammé, aussi, on a une inflammation de bas grade, ça va se répercuter sur notre tube digestif. Or, au niveau de notre tube digestif, c'est l'endroit où est synthétisée l'hormone appelée sérotonine, le neuromédiateur appelé sérotonine. Or, quand notre tube digestif est inflammé, il y a moins de synthèse de sérotonine. Or, les carences en sérotonine, ça produit des pulsions alimentaires. Les pulsions alimentaires liées à une carence en sérotonine, ce sont des pulsions sucrées, souvent en fin de journée, associées à une irritabilité. L'inflammation va provoquer aussi la résistance à une substance qu'on appelle adiponectine et qui va donner une résistance à l'insuline. Alors, l'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui est produite par le pancréas et qui va permettre de stocker le sucre de notre alimentation dans les muscles et le foie. Or, lorsque on sécrète de l'insuline en grande quantité régulièrement, par une consommation de sucre régulière, eh bien, le corps va devenir résistant à l'insuline. Et l'insulinorésistance va bloquer la combustion des graisses. Or, l'inflammation, elle empêche le fonctionnement normal des cellules du foie et des muscles et elle produit de l'insulinorésistance, donc elle empêche la bonne combustion des graisses. Donc, tu vois, l'inflammation, elle agit sur différents paramètres qui vont tous amener à un blocage de perte de poids ou une prise de poids. La flore intestinale. Donc, la flore intestinale, on appelle ça aussi parfois le microbiote. Donc, de plus en plus, on parle du microbiote et c'est une bonne chose parce qu'on s'aperçoit qu'il a plein d'impacts sur notre santé, sur notre système immunitaire notamment, sur la santé de notre cerveau et aussi sur la perte et la prise de poids. Donc, la flore intestinale, c'est l'ensemble des bonnes bactéries qui tapissent notre tube digestif. Elles sont là pour nous aider à digérer et pour plein d'autres raisons pour le fonctionnement de notre corps. Sauf que cette flore, elle peut être déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bactéries qui vont prédominer par rapport à d'autres. Dans ces cas-là, on parlera de dysbiose intestinale. Et lorsqu'il y a une dysbiose intestinale, lorsque la flore est déséquilibrée, eh bien, ça va provoquer des conséquences
qui peuvent être la dérégulation de la sérotonine, donc on l'a vu, hein, l'inflammation du tube digestif dérègle la sérotonine, la dysbiose aussi, d'ailleurs c'est lié, hein, les deux. Il va y avoir des carences en sérotonine lorsqu'il y a une dysbiose intestinale qui va amener une compulsion alimentaire. Et il y a des études qui sont en cours pour montrer aussi véritablement le lien entre la dysbiose et le surpoids, puisqu'on a étudié la flore intestinale d'une personne en surpoids, enfin 2 personnes en surpoids et 2 personnes qui ne le sont pas, et on s'est aperçu que leur flore intestinale était différente. Et donc, les chercheurs cherchent le lien entre les deux, entre la flore intestinale et le surpoids. Tout n'est pas encore élucidé. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des facteurs qui favorisent la dysbiose intestinale et donc potentiellement la prise de poids. Le manque de fibres dans notre alimentation, particulièrement, le stress, dont on va reparler juste après, l'alimentation industrielle, donc une consommation régulière de plats préparés, de pizzas du commerce, de chips, de gâteaux apéritifs, de biscuits industriels, de goûters tout préparés, de glaces, des choses comme ça, régulièrement consommées vont provoquer une dysbiose intestinale. Aussi, l'excès de protéines, donc notamment de protéines animales, qui peut produire une dysbiose intestinale. Et donc, le tout va avoir des conséquences sur la sérotonine et des conséquences qu'on ne connaît pas encore très bien, mais ça va amener à du surpoids et de la compulsion alimentaire qui alimente évidemment le surpoids. Le stress. Alors, le stress est aussi un facteur extrêmement important de la prise de poids, enfin de la perte de poids et de la prise de poids, donc. Alors, on ne va pas parler du stress si j'ai un examen à passer, par exemple, ou si j'ai un entretien, où là, ça va être un stress ponctuel qui, d'ailleurs, va me dynamiser un peu, qui va me pousser à être au taquet. Ce stress-là, lorsqu'il est ponctuel, il n'est pas forcément nocif pour l'organisme. Par contre, il existe un autre stress, c'est le stress un peu chronique, lié à peut-être un travail que l'on fait depuis longtemps, où il y a une situation de notre vie qui nous stresse en permanence. Et donc, on s'en aperçoit pas toujours, mais on a un niveau de stress un petit peu plus élevé que la normale, ou même parfois beaucoup plus élevé que la normale. Et donc, en continu, notre corps est stressé. Et quand notre corps est stressé en continu, il sécrète du cortisol. Donc, il y a une augmentation de la sécrétion du cortisol. Or, le cortisol, il va nous amener à avoir envie de manger. Il va agir contre la sérotonine, donc carence en sérotonine, compulsion alimentaire. Sur le long terme, il favorise l'inflammation. On l'a vu, l'inflammation attaque les muscles, l'inflammation provoque de la dysbiose, l'inflammation provoque du coup par la dysbiose intestinale une dérégulation de la sérotonine, l'inflammation provoque une insulinorésistance, le tout amenant à du surpoids et de la compulsion alimentaire. Et enfin, le cortisol, il diminue la sensibilité à l'insuline et donc il favorise encore par un autre mécanisme l'insulinorésistance. Donc le stress, c'est vraiment un pilier de la perte de poids. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, tous ces paramètres, ils s'auto-entretiennent. L'inflammation va agir sur la flore intestinale, provoquant une dysbiose. La dysbiose intestinale va provoquer une carence en un neuromédiateur qui s'appelle la sérotonine, ce qui va amener de la compulsion alimentaire. Lorsque nos neuromédiateurs sont déréglés, ça conduit à plus de stress, qui va favoriser l'insulinorésistance, qui va être aussi un facteur influent sur l'inflammation. Et voilà, on est reparti. Et encore, j'ai fait les flèches dans cet ordre-là, mais j'aurais pu souvent faire des doubles flèches parce que ça s'auto-entretient vraiment par plusieurs mécanismes. Donc, la seule manière de casser ce cercle vicieux, c'est d'arrêter de couper ces flèches, d'agir sur l'inflammation, ou bien d'agir sur les neuromédiateurs, ou bien d'agir sur le stress, et même l'idéal, c'est d'agir sur tout en même temps pour casser définitivement ce cercle vicieux. Et bien sûr, je vais t'expliquer comment à la fin de cette vidéo. Donc, aussi, pour avoir un programme qui est personnalisé à ta situation, il faut établir des diagnostics, en fait, pour savoir quels sont les éléments de ce cercle vicieux qui sont particulièrement prédominants chez toi. Alors oui, bien sûr, on peut agir sur tous, mais c'est important aussi de savoir lesquels te concernent particulièrement. Donc, faire un bilan pour savoir si tu présentes une alimentation inflammatoire ou pas. On peut aussi faire une prise de sang pour savoir si tu es insulino-résistante ou pas.
Aussi, doser la thyroïde, j'en ai pas parlé, mais les hormones comme la thyroïde peuvent aussi agir sur la perte de poids ou la prise de poids. Donc, ça peut être aussi intéressant de faire un diagnostic, faire un test pour évaluer ton échelle de stress, faire un test pour évaluer ton déséquilibre des neuromédiateurs ou pas, mais après, s'il y a un déséquilibre au niveau de tes neuromédiateurs, et faire un bilan ou même des analyses pour évaluer s'il y a une dysbiose intestinale ou pas. Donc ça peut être vraiment des éléments clés pour savoir précisément sur quels éléments tu peux concentrer ton attention et qui vont permettre la rupture de ce cercle vicieux et ou même ne pas arriver à ce cercle vicieux. Hein. Peut-être que tu n'es pas encore à ce stade de cercle vicieux, mais qu'il y a quand même un des paramètres qui bloque ta perte de poids. En tout cas, le savoir, ça va te permettre d'agir dessus et d'agir au plus tôt avant que ce cercle vicieux il se mette en place. Et s'il est déjà en place, de le casser définitivement. Alors, le deuxième C, c'est la connaissance de soi. Attention, pour cette diapo, bienveillance envers soi exigée. Toujours, le but, ce n'est pas de se culpabiliser, de s'accuser, c'est d'être bienveillant envers soi. Le but, c'est de comprendre comment on fonctionne et ce qui s'est passé par le passé pour changer le présent et l'avenir, mais ce n'est pas du tout de se flageller. Donc, c'est pour ça que je dis bienveillance envers soi. Mais maintenant, avec authenticité et bienveillance, il faut qu'on réalise que, sauf certains cas exceptionnels liés à la santé, si tu as repris du poids ou si tu ne l'as pas perdu jusqu'à présent, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il y a des raisons peut-être autres que des blocages de ton corps. Il y a peut-être des raisons liées à tes émotions ou peut-être que tu as eu une période très difficile ou quelqu'un qui est parti dans ta vie, un deuil, quelqu'un qui est décédé ou autre, et que ça a généré de l'anxiété ou un vide en toi et tu l'as comblé en allant vers l'alimentation. Ou bien peut-être que jusqu'à présent, tu avais du mal à prendre soin de toi. Et c'est pour ça que tu as laissé ces kilos au cours des années s'accumuler parce que tu ne voulais pas prendre de temps pour prendre soin de toi ou c'était pas ta priorité. Tu as préféré peut-être faire passer même tes enfants avant toi ou ton conjoint avant toi. Et c'est très admirable, mais ça va être important d'identifier ça. Ça va être important d'identifier qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, tu n'as pas perdu de poids ou qu'est-ce qui fait que tu as repris du poids, peut-être après tes régimes autres que l'effet yo-yo que je t'ai expliqué évidemment, mais s'il n'y a pas d'autres raisons. Et là, je vais t'inviter à juste être honnête avec toi-même pour identifier quels sont les facteurs qui influent sur ta prise alimentaire. Et le but, c'est pas du tout de se juger, de se condamner, mais juste de comprendre, de mettre en lumière parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Et moi, personnellement, je sais que c'est mon besoin de sécurité qui souvent s'exprime par l'alimentation. Quand je me sens insécure, même anxieuse, eh bien, l'alimentation va avoir tendance à anesthésier un petit peu ces émotions et à me faire du bien. Et je sais que si je ne fais pas gaffe, eh bien, je vais combler le besoin de sécurité et aussi le besoin de plaisir par l'alimentation. Donc, tu vois, moi, je suis passée par là aussi et je passe encore par là très régulièrement de me demander mais qu'est-ce qui fait que je mange en fait? Qu'est-ce qui fait que parfois je mange plus ou je mange des choses que j'aimerais pas manger finalement? Donc voilà, je t'invite à une introspection bienveillante sur les raisons autres que la faim qui te pousse à manger et qu'est-ce qui jusqu'à présent a bloqué dans ta perte de poids. Et aussi, je t'invite à réfléchir à qu'est-ce qui est caché dans tes kilos. C'est ce dont je parlais, les kilos psychologiques. Est-ce que certains kilos ont une signification pour toi, pour ton corps? Et je me souviens avoir accompagné une personne qui avait du ventre, de la graisse au niveau du ventre et qui n'arrivait pas à la perdre. Et en fait, en retraçant son histoire, on s'est aperçu qu'il y avait eu, je ne sais plus exactement si c'était une fausse couche ou un avortement, mais en tout cas, une vie qui n'était pas née. Et elle n'avait pas encore fait le deuil de cette mort, de cette vie qui n'avait pas pu voir le jour. Et en fait, quand elle a réussi à aller au bout de son deuil, eh bien, elle a vu son ventre se remodeler suite à ça, alors qu'elle n'y arrivait pas depuis des années. Donc voilà, je t'invite à une introspection bienveillante sur toi, sur qu'est-ce qui te pousse à manger, qu'est-ce qui te bloque sur ton histoire. Parce que ça peut véritablement avoir un impact non négligeable sur ta perte de poids. Alors, personnellement, j'utilise quelques outils avec les personnes que j'accompagne pour la connaissance de soi. J'utilise par exemple l'Ennéagramme, qui
sépare les individus en 9 familles de personnalités. Et en fonction de ces 9 familles, eh bien, cet outil nous aide à comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous motive dans la vie, qu'est-ce qu'on craint. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans une case, hein, mais c'est d'arriver à trouver un petit peu quel est notre type de personnalité pour arriver à mieux comprendre quels peuvent être aussi les blocages liés à la perte de poids. Et d'ailleurs, si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver une vidéo où j'ai détaillé les différents types d'énéagrammes et la perte de poids et comment, en fonction de son type d'énéagramme, eh ben, on a des forces mais aussi des fragilités dans la démarche de perte de poids. On peut aussi utiliser la pyramide de Maslow, qui est une pyramide qui liste les différents besoins que l'on a, les besoins plutôt émotionnels, mais pas que. Il y a aussi les besoins physiologiques, tu vois, la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, l'élimination, etc. Mais il y a aussi d'autres besoins qui sont plus de l'ordre de l'émotionnel. Et en fait, on s'aperçoit que quand ces besoins ne sont pas comblés, eh bien, l'alimentation est parfois un moyen d'essayer de les combler. Et donc, ça explique pourquoi parfois on va vers l'alimentation dans certaines situations où on ne comprend pas trop pourquoi. Eh bien, le fait d'identifier ses besoins, ça permet aussi d'apprendre à combler ses besoins d'une autre manière. Enfin, ça, c'est un outil que j'ai créé par rapport à la perte de poids avec mes clientes. Eh bien, je les encourage à retracer à travers de ce graphique leur histoire par rapport à la perte de poids. Donc, de tracer, de faire une courbe, en fait, de leur poids. En dessous, c'est quand elles étaient en dessous de leur zone de poids santé. La zone de poids santé, hein, c'est le poids dans lequel on est bien dans son corps, bien dans sa tête. On n'a pas de risque pour la santé. Et on se sent bien. Donc voilà, de tracer une courbe en fonction de notre poids. Donc là, en dessous, si on était en dessous de notre zone de poids santé, à l'intérieur, quand on était dans sa zone de poids santé, et au-dessus, quand on a dépassé le poids à partir duquel on n'est plus bien dans son corps, plus bien dans sa tête, où il y a des risques pour notre santé. Donc de faire ça en fonction du temps, donc l'axe des abscisses, hein, c'est le temps, les ordonnées, c'est les kilos. En fonction du temps, donc même de repartir même dans l'enfance, hein, si c'est possible, si on s'en souvient, et de pouvoir identifier au moment où la courbe elle sort de la zone de poids santé, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quel âge on avait, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie à ce moment-là, dans quel état on était, pour aussi identifier les fameux kilos psychologiques, les événements qui ont causé potentiellement la prise de poids pour pouvoir revenir dessus, travailler et peut-être perdre des kilos qu'on n'a jamais réussi à perdre. Troisième, c'est le coaching, l'encouragement. Et du coup, ça permet de répondre à certaines questions qui parfois nous bloquent dans la démarche de perte de poids, même alors qu'on l'a entamé depuis plusieurs semaines. Il y a parfois des questions bloquantes qui vont nous perturber et qui vont soit nous déstabiliser et faire que on dérive un petit peu de ce qu'on avait prévu au départ, soit carrément de nous démotiver. Alors, parfois, il y a l'idée de « je ne perds plus, que se passe-t-il » Ça peut arriver des périodes de stagnation. Et ça a tendance à bloquer, à démotiver, à décourager et parfois à faire abandonner. Se poser aussi la question « est-ce que je fais bien ?» J'ai tellement d'informations contradictoires, je ne sais plus si ce que je fais, c'est bien. Et à force de se demander si ce qu'on fait, c'est bien, on ne fait plus rien par peur de mal faire. Je suis à court d'idées recettes. Ça peut arriver aussi en début où on change son alimentation. On utilise des aliments qu'on n'utilisait pas forcément ou bien on cuisine différemment. On a besoin d'idées recettes. Ça peut aussi être une sacrée charge mentale de ne pas avoir assez d'idées et ça peut décourager, démotiver. Surtout quand il faut des recettes que les enfants aiment, qui sont faciles à cuisiner, etc. Donc dans mon couple, c'est compliqué. J'ai plus l'énergie de continuer mes efforts. Donc ça, c'est un exemple. Mais quand la situation de vie devient compliquée, quand il y a d'autres choses que la perte de poids qui sont dans notre vie et qui vont pas forcément bien, ça peut être dur de garder l'énergie de continuer la perte de poids. C'est pour ça que ça peut être un blocage et compliqué d'aller jusqu'au bout de sa perte de poids. Il peut y avoir aussi des fausses croyances qui ressortent au cours de la perte de poids où finalement, à un moment, on se dit « oh, puis à quoi bon, en fait, pourquoi je veux perdre du poids? De toute façon, ma vie, elle ne vaut pas grand-chose. » Et ce n'est pas forcément des choses qu'on va exprimer verbalement. Ça peut être des fausses croyances qui sont en nous depuis des années, qui nous ont été inculquées dans l'enfance de manière inconsciente et qui ressortent en fait au moment de la perte de poids. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on a l'impression qu'on n'en vaut pas la peine. Et ça, si on ne l'identifie pas par de l'auto-coaching et un vis-à-vis, que ce soit un proche, que ce soit une amie, ça peut
bloquer et en fait, ça peut bloquer tous nos essais en fait. Et on ne va jamais atteindre cet objectif parce qu'à chaque fois, à un moment, on se dit, mais finalement, j'en vaut pas la peine et on arrête. Enfin, je pense qu'aux autres, je n'ai jamais de temps pour moi. Ça aussi, le fait d'entrer dans une démarche sérieuse de perte de poids, et ben en fait, on se concentre sur nous. Surtout quand on le fait de manière globale, on se concentre sur notre corps, sur notre cerveau, sur nos émotions. Et en fait, il peut y avoir une forme de culpabilité chez certaines personnes de se faire passer avant les autres et du coup, de ne plus avoir du temps pour les autres et donc une difficulté à prendre du temps pour soi. Et ça peut être un blocage aussi de se sentir coupable à un moment, de plus assez penser aux autres parce qu'on est concentré sur sa perte de poids ou au contraire d'avoir du mal à prendre du temps pour soi alors qu'on voudrait pour prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bloquant aussi et c'est pour ça que c'est important d'avoir un vis-à-vis, quelqu'un à qui parler. Alors, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, oui, mais je ne parle pas que d'une coach, même si, évidemment, si je ne croyais pas en ce que je faisais, je ne le ferais pas, mais aussi d'être soutenue, d'être encouragée, d'avoir quelqu'un à qui on peut partager ce qu'on vit lors de sa démarche de perte de poids. Et je vous parle de ça parce que dans ma vie, j'ai vraiment eu besoin de beaucoup de vis-à-vis. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est très doué d'une certaine manière pour trouver des informations. Ça, avoir des idées et définir des plans, ça, je sais très bien le faire. Mais c'est après aller jusqu'à l'action, en fait, qui n'est pas toujours facile. Et moi, j'ai vraiment eu besoin, que ce soit pour un travail sur moi, que ce soit pour lancer mon entreprise, en fait, de coaching, parce qu'il me fallait quelqu'un pour m'aider à passer à l'action et à rester dans l'action. Parce que si je ne suis pas constamment dans l'action, ben, je suis dans mon mental à réfléchir, à faire des plans, à avoir des idées, mais en fait, je ne passe pas à l'action. Et je me suis vraiment aperçue que moi, j'avais besoin d'être entourée. Et je remercie d'ailleurs mes amis, mon mari, mes coachs, ma psychologue qui m'écoutent et qui m'aident à passer à l'action, à avancer dans ma vie parce que toute seule, je n'aurais jamais réussi. Et donc, c'est pour ça que je t'encourage véritablement à être accompagnée pour être constamment dans l'action, pour passer à l'action, pour identifier aussi qu'est-ce qui bloque parfois l'action, qu'est-ce qui bloque le processus pour pouvoir véritablement avancer et voir vraiment une transformation en fait. Parce que toutes mes connaissances, elles ont fait gonfler mon cerveau, mais elles ne m'ont jamais amené de la transformation dans ma vie. La seule chose qui m'a amené la transformation dans ma vie, c'est de mettre en place des dynamiques de changement, mettre en place des habitudes. Et ça, toute seule, j'y arrive pas. J'ai vraiment besoin d'un vis-à-vis. Et je crois qu'en tant qu'humain, on a besoin de vis-à-vis pour justement voir les transformations dans nos vies, pour mettre en place des choses qui ne vont pas juste changer certains aspects de notre vie, mais vraiment transformer notre vie, transformer que ce soit notre alimentation, notre vision de nous, notre vision du monde. Et pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. J'en suis intimement convaincue. La transformation ne se fait pas seule. Alors, comment faire? Maintenant, je vais te livrer mes astuces pour débloquer ta perte de poids et commencer dès aujourd'hui, dès demain, à perdre du poids efficacement et durablement. Premièrement, on en a beaucoup parlé, de casser le cercle vicieux, inflammation, insulino-résistance, stress, flore intestinale, etc., etc. Donc, premièrement, adopter une alimentation anti-inflammatoire pour casser le cercle lié à l'inflammation. Donc, apprendre à manger différemment, mais toujours en se faisant plaisir. C'est hyper important. Donc, ça, c'est une des premières choses à faire. Deuxième chose à faire, éviter la dysbiose intestinale en adoptant des habitudes simples pour prendre soin de son tube digestif. Troisièmement, en finir avec l'insulino-résistance. Pour ça, il nous faut adopter une alimentation qui soit index glycémique bas, c'est-à-dire de privilégier les glucides qui vont provoquer très peu de sécrétion d'insuline. Mais attention, ça ne veut pas dire se priver de dessert toute sa vie, loin de là, mais d'avoir une alimentation globalement index glycémique bas pour empêcher l'insulino-résistance et maintenir un niveau de stress bas pour éviter la sécrétion importante de cortisol, donc comprendre les techniques naturelles de gestion du stress. Et il en existe, sans passer par les anxiolytiques. Donc ça, déjà, ça va nous permettre de casser le cercle vicieux dont nous avons parlé. Donc, deuxième chose, apprendre à te connaître et à t'aimer. Prendre soin de tes besoins émotionnels, que ce soit le besoin de sécurité, de valorisation, le besoin d'estime,
le besoin de plaisir. Prends soin de tes besoins émotionnels. Deuxième chose que tu peux faire dans la rubrique te connaître et t'aimer, c'est comprendre comment tu fonctionnes pour aussi enfin arrêter de culpabiliser, de faire des choses que tu ne voudrais pas faire. Le fait d'apprendre comment on fonctionne, ça nous permet de comprendre aussi pourquoi on fait les choses et d'arrêter de sans arrêt être dans l'autoflagellation. Troisième chose que tu peux faire dans cette rubrique, c'est être en paix avec ton passé. Déposer tes fardeaux, aller jusqu'au bout de tes deuils, accueillir la guérison intérieure pour aussi qu'il n'y ait plus de kilos psychologiques. Et enfin, dernière chose que tu peux faire dans cette rubrique, c'est cultiver des émotions positives envers ton corps. Apprendre à aimer ton corps, à te trouver belle dès maintenant. Et c'est cette énergie qui va te permettre de le remodeler. En fait, c'est l'amour pour ton corps qui va te permettre de le remodeler et pas du tout la détestation ou la haine de ton corps. Au contraire, apprendre à te trouver belle dès maintenant pour justement, par amour pour ton corps, avoir envie de le remodeler. Donc, deuxième chose que tu peux faire, te connaître et t'aimer. Troisième chose que tu peux faire, c'est te coacher. Identifier ce qui te motive dans la vie, tes valeurs, pour les mettre au service de ta perte de poids. Tu peux aussi mettre en lumière tes croyances limitantes, ces croyances qui te limitent dans tous les domaines de ta vie. Ces croyances, ça peut être « je ne vaux rien » ou « j'aurais pas dû exister »,« je vaux rien » ou « il faut pas qu'on me voie »,« il faut pas que je prenne soin de moi »,« je suis égoïste ». Des croyances qui te bloquent en fait dans ta vie. Le but, c'est que plus rien ne t'empêche de réussir. Tu peux aussi te fixer des objectifs atteignables, mais ambitieux, et les atteindre étape par étape. C'est important de fixer des étapes, et à chaque étape, de faire un bilan, de célébrer véritablement les victoires, et de faire le bilan de ce qui a été difficile pour analyser et avancer. Donc voilà, ça ce sont des choses concrètes que tu peux faire pour avancer dès demain, dès aujourd'hui. Tu peux mettre en place ces choses et tu verras, tu vas commencer à perdre du poids et ce poids-là, tu ne le reprendras pas. En conclusion, j'espère que je t'ai convaincu que manger moins et bouger plus, stop, ça ne marche pas. J'espère t'avoir convaincu que pour perdre du poids, il faut des diagnostics précis sur ta situation. Il te faut des solutions personnalisées, durables et adaptées afin d'avoir une vie transformée. Le but, c'est pas juste de perdre quelques kilos, c'est d'avoir une vie transformée dans laquelle le poids ne sera plus un problème et dans laquelle tu n'auras plus aucun régime à suivre de ta vie. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite, de vivre une transformation dans ta vie qui fait que les régimes vont sortir définitivement de ta vie et les problématiques de perte de poids aussi. J'espère que cette vidéo t'a donné tous les éléments dont tu avais besoin. Moi, je me tiens vraiment disponible pour t'aider à mettre en place ce dont je viens de te parler. Je t'offre 1 heure pour discuter de tes objectifs et t'accompagner. N'hésite pas. Je te mets juste en dessous le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Tu vas atterrir sur cette page, tu auras mon agenda et tu peux réserver un créneau avec moi sur mon agenda et je serai ravie de t'avoir en visioconférence pour discuter de tes objectifs, de tes blocages et t'aider à trouver les solutions les plus personnalisées pour toi. Aussi, si tu le désires, on pourra passer 3 mois ensemble pour t'aider à aller encore plus loin. Je propose un accompagnement de 3 mois pour celles qui le désirent de travailler avec moi, mais on en reparlera. C'est pas le sujet maintenant. Le sujet maintenant, c'est 1 heure offerte pour t'aider à te lancer et à mettre en place les habitudes qui vont véritablement te permettre de perdre du poids. N'hésite pas à prendre rendez-vous. De toute façon, c'est sans engagement. Si après, tu n'as plus du tout envie d'entendre parler de moi, tu n'entendras plus parler de moi. Et je t'invite aussi, si tu veux des conseils, si tu veux rejoindre une communauté qui a envie de perdre du poids, eh bien, à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle « Perdre du poids et manger mieux sans perdre sa vie ». Je t'accepterai avec plaisir. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt.